Bravo. Bonjour à tous. Bonjour à toutes et à tous. Je vais vous parler de GitHub Action, hein, comme c'est indiqué, je ne vais pas vous piéger. On va commencer. Alors j'ai trouvé ça quand même super cool d'avoir les sous-titres en live. Je pense que ça doit être pas facile, mais en tout cas merci à l'organisation. Je trouve que c'est une super initiative. Et vu qu'on est à Lille et que je suis quelqu'un d'assez puéril, je me demandais en fait qu'est-ce qui se passerait si je parlais comme Shot Izot. Comment tu vas faire pour traduire une fois? Je pense que tu es dans le bras. Ah, je peux l'applaudir, merci. Alors, si je l'allume pas, ça va pas aller. Tac. Oui. Ok. Je me présente, je m'appelle Antoine Mezon, je suis architecte cloud chez Sphere. Pour mon petit historique, moi je suis développeur back à l'origine, plutôt Java. Donc je suis passé ensuite au DevOps et naturellement au cloud. Et donc j'ai vraiment une appétence pour tout ce qui est automatisation et tout ce qui est infra as code et GitOps. J'avais commencé à regarder le talk juste à côté en fait et j'adhère complètement, hein, c'est vraiment mon truc. Pour ma petite expérience dans les outils de CI/CD, j'ai utilisé pas mal Jenkins, hein, comme beaucoup ici je pense. Hein. J'ai joué un peu de concours avec CircleCI, avec GitLab CI aussi, hein. Et puis avec GitHub Action avec lequel j'ai quand même pas mal manipé. Disclaimer, hein, on n'est pas dans, enfin, je ne vais pas faire une comparaison par rapport aux autres outils, hein. Je vais faire une petite historique, mais je ne fais pas une comparaison, hein. Il faudrait que je me mette à jour sur tous les outils en permanence pour pouvoir faire une comparaison, et c'est pas le cas. J'ai 2 enfants, donc j'ai pas, voilà, j'ai pas un temps infini disponible. Tac, vas-y. Donc je voulais faire déjà un petit sondage à main levée. Je voudrais savoir en fait qui vous êtes. Alors je voudrais savoir qui est. Alors on a tous des postes qui évoluent avec le temps, hein. Donc qui est développeur aujourd'hui? Ok. Qui est DevOps? Principalement DevOps. Ok. Qui est Ops? Quelques Ops. Ok. Qui n'a pas levé la main? Ok. Qui est content d'être ici? Cool. Ok, donc je voulais commencer par faire un petit historique alors de mon vécu, hein, avec les outils de CI/CD. Et comme pour beaucoup en fait, hein, ici, encore aujourd'hui, hein, ça a commencé par Hudson et ensuite Jenkins. Jenkins, c'est donc la première fois, enfin quand on a commencé à utiliser Jenkins, en fait, hein, c'était vraiment cool, hein. Je pense que beaucoup en fait ont déjà vu cet écran, hein, pour commencer à faire un build de Maven. Qui a déjà vu cet écran? Si, quand même. Ah voilà, quand même, pas mal. On faisait nos tests unitaires en local, on poussait et les tests unitaires en fait étaient joués automatiquement. Ça, c'était vraiment cool. Et puis, donc voilà, c'était cool. On avait déjà notre pipeline, mais bon, on récupère notre jar et puis on allait le copier en fait en SSH sur les machines. Et ça, c'était quand même vraiment pratique. Donc on s'est dit, on va améliorer ça, on va mettre des plugins. Donc, par exemple, là, j'ai mis le plugin Rundeck, hein, qu'on a utilisé pour déployer. Donc il y a Rundeck, il y a des plugins Docker Swarm. Je prends quelques exemples d'outils de déploiement, Ansible. Aujourd'hui, hein, Jenkins, c'est 1500 plugins quand même, c'est un travail énorme. Et la communauté est encore très très vivante, quoi. Donc ça, c'était cool aussi. On a commencé à pouvoir déployer, sauf que des fois, on aime bien en fait, mettre un petit peu de customisation en fait, hein, dans nos pipelines, en fait, et donc on est un peu limité. Et donc on va sortir le shell. Donc le shell, hein, est-ce que quelqu'un est capable de me dire là en 10 secondes en fait ce que ça fait? Voilà, c'est vrai que c'est pas toujours hyper lisible, hein, le shell. Bon, c'est très pratique, mais c'est quand même des fois un peu abscon. Mais le shell, ça va toujours rester, hein. Le shell reste, malgré les présidents américains, on voit que le shell reste toujours là en fait, hein. Ça ne bougera pas. Du coup, ensuite, on a évolué. On s'est dit, on va aller dans un niveau d'automatisation un peu plus loin en fait.
et on va faire du pipeline as code. Donc tout le monde s'y est mis, hein, Jenkins, Travis, GitLab CI, Circle CI. Donc effectivement aujourd'hui c'est vraiment une référence, hein, tout le monde fait ça. Hein. Mais c'est que la première fois que un collègue sphérien d'ailleurs m'a montré ça, en fait on faisait un Jenkins file puis on écrivait en fait notre pipeline dessus. J'ai fait waouh, mais c'est génial quoi. On va pouvoir faire ça, multiplier juste en copiant-collant un peu de pipeline, on va pouvoir mettre des pipelines sur tous nos projets facilement. Donc c'était cool. Donc, on passait des variables, on faisait mixer un peu, avec un peu de shell. On commençait à mettre des éléments un peu plus complexes. Et là-dessus, on va rajouter une petite couche parce qu'on va faire des librairies. Et on commençait à mettre des librairies, on va faire un include, on va mettre notre grosse librairie, puis on va appeler notre pipeline. Et ça, c'était vraiment cool. Donc là, on a commencé à vraiment à pouvoir multiplier en fait, hein, nos pipelines sur nos différents projets. Et là, on s'est quand même dit, en fait, on utilise tous les mêmes runners. Et donc, il y a un mec qui s'est dit, ouais, mais alors, là, on est en JDK 8, je voudrais passer en JDK 9. Et là, tous les autres projets qui ne sont pas compatibles, en fait, se plantent parce qu'on utilise les mêmes runners. Donc, on a besoin d'isolation. Et donc, on va utiliser Docker, hein, forcément, pour pouvoir faire ça. Donc ça, c'est très cool aussi. La petite problématique qu'on a avec Docker, c'est que, bon, alors moi, dans mon cas, je fais plutôt du l'Ops et du DevOps, en fait, et donc on va faire du Terraform. On va faire du Vault, on va utiliser du curl. Donc on a besoin d'images de Docker avec plein d'outils. Et avec Terraform, il y a vraiment une spécificité, c'est que quand on travaille sur un état, il faut avoir une version très précise de Terraform. Et si on travaille, enfin si deux personnes travaillent sur le même projet avec deux versions différentes de Terraform, c'est la caca, c'est la tata, c'est la catastrophe. Du coup, on a commencé à faire des matrices d'images pour avoir différentes versions. Donc, on avait des projets qui buildaient en fait différentes versions de Docker en fait, et on s'amusait en fait, voilà, à faire plein d'images Docker. Qui a déjà eu des problématiques comme ça avec Docker en fait, où il fallait mixer des tas d'outils différents dans une seule image? Quelques-uns, ça c'est les ops, hein. On se reconnaît. Là, les développeurs, ils savent pas ce que c'est ça. Ils n'ont pas conscience. Et donc, parfois, donc, on se retrouve avec des gros pipelines, avec beaucoup de shell, des outils en fait, de plugins qu'on va mettre dedans, notre librairie en fait, voilà, qu'on a développé en fait, hein, pour l'équipe, pour le département. Et des fois, les développeurs se retrouvent avec juste ça en fait dans le projet. Et là, notre développeur en fait, il se dit, ah, j'aimerais bien rajouter en fait une petite étape. En fait, je n'ai pas encore mis le sonar sur notre projet, et je voudrais rajouter un élément. Il se retrouve là-dessus. Le shared libraries, il ne sait pas où c'est. Il sait pas. Enfin, il va dedans, en fait, il trouve du shell, en fait, il sait pas trop comment ça marche. Ça fait référence à des plugins qu'il comprend pas. Et du coup, en fait, il a renoncé en fait à essayer d'améliorer un peu la pipeline. Est-ce qu'il y a des développeurs qui sont déjà retrouvés dans cette situation? Ok. Et donc là-dessus arrive GitHub Action. Alors un disclaimer hein, quand même, GitHub Action ne résout pas tous ces problèmes, hein. On a encore des pipelines qui sont parfois abscons, hein, je vous rassure. Mais je trouve que ça améliore les choses. Un petit historique en fait sur GitHub Action. Donc ça a commencé en 2017-2018. Donc GitHub, qui n'était pas encore racheté par Microsoft, en fait démarre GitHub Action. Ils écrivent leur pipeline en HCL, HashiCorp Configuration Language. En fait, c'est le langage utilisé par Terraform, que parfois des développeurs détestent. Alors, il y en a qui préfèrent le HCL, d'autres qui préfèrent le YAML. Moi, j'ai pas de. Tant qu'on fait pas du XML, moi ça me va très bien. Mi-2018, en fait, donc Microsoft voilà, met l'argent sur la table, en fait, rachète GitHub. Finalement, GitHub passe sur le YAML. Et finalement, en fait, GitHub Action devient disponible pour tout le monde en fait fin 2019. Ok. Aujourd'hui, en fait, hein, ils ont une roadmap publique qui est juste là, d'ailleurs. Ils ont une roadmap publique et vous voyez en fait toutes les fonctionnalités qui vont arriver. Hein. Donc, je parle des environnements différents, des GitLab Runner maison. Enfin, ils ont vraiment plein de fonctionnalités en fait. Ok, comment ça fonctionne? C'est quoi un peu les spécificités en fait de GitHub Action? Un élément important en fait, c'est qu'on va démarrer un pipeline avec une VM toute fraîche.
Alors, quand on n'utilise pas des runners maison, mais sinon on a une VM toute fraîche en fait qui démarre. C'est assez spécifique, alors ça a pas mal d'avantages, je trouve, ça a quelques inconvénients. Mais sachez que vous démarrez en fait une VM vide en fait, hein. Et ensuite, à chaque étape, en fait, par défaut, vous êtes sur la VM et vous pouvez aussi utiliser une image Docker en fait à chaque step. On va voir ça juste après. Une spécificité en fait, c'est l'organisation des pipelines qui a sa petite importance, vous allez voir. En fait, on va écrire ça dans github.github/workflows pipeline. Mais en fait, on peut en écrire 2 ou 3 ou plus. On peut en écrire autant qu'on veut. Vous allez voir, en fait, et ça je trouve que c'est quand même un gros avantage. On n'est pas obligé de faire un seul pipeline avec plein de conditions en fait, en fonction de la situation dans laquelle on se trouve. Et vous allez voir, c'est assez pratique. Alors, vous allez dire, on va réagir en fait dans notre pipeline, on va commencer, c'est le premier élément, c'est l'event. Donc il y a toujours cet élément on, et derrière on va mettre qu'est-ce qui va déclencher notre pipeline. Donc là c'est un exemple simple. Quand vous avez un push ou une mise à jour d'une pull request, ça va déclencher votre pipeline. Donc ça c'est le truc basique, on fait ça avec n'importe quel outil. Mais pas seulement, on va pouvoir déclencher des pipelines. Alors par exemple si on commente une issue, si on crée une release, et là on va pouvoir déclencher un nouveau pipeline. Je trouve ça beaucoup plus simple. Du coup, on peut faire des petits pipelines qui vont vraiment réagir à cet événement et automatiser encore un cran en fait notre pipeline. C'est vraiment spécifique au fait que effectivement GitHub et GitHub Action en fait fonctionnent l'un avec l'autre. Donc ça c'est un gros avantage. Et je vais essayer de vous montrer ça dans une démo. J'espère que ça va bien fonctionner puisque c'est la première fois que je la fais. Alors. Donc là ensuite on va écrire notre pipeline, donc on a écrit notre on, alors je ne sais pas si c'est bien visible, en plus ça tremble un petit peu, donc on a notre on, notre jobs, notre pipeline, et là on va écrire les différentes étapes de notre pipeline. Alors dans notre pipeline on va pouvoir mettre des conditions, hein. À chaque étape on va pouvoir dire en fait if une telle variable d'environnement en fait est de cette manière, je passe dedans, ou alors pas. On peut mettre des matrices. Donc c'est-à-dire si vous voulez exécuter votre pipeline en fait pour node 11, 12, 13, vous mettez en fait juste une matrice où vous allez récupérer une variable que vous allez pouvoir injecter et pouvoir exécuter en fait le même pipeline en fait avec différentes versions. Et vous pouvez faire même, j'ai oublié le terme, mettre plusieurs matrices en fait, il va tout combiner ensemble. Et ça c'est assez cool. Des dépendances entre eux, vous pouvez écrire même plusieurs pipelines dans un seul fichier et mettre des dépendances entre eux. Et vous avez différentes runners en fait, hein. Vous avez du Linux, hein, Ubuntu, vous avez du macOS et vous avez du Windows. Et voilà, il y a encore plein de features, mais je trouve que c'est pas le plus important. Et voilà. On peut faire du shell évidemment. Donc voilà, tout simplement. Heureusement, hein, on en a toujours besoin. On peut faire dédier en fait une étape à du Docker ou faire carrément tout le pipeline, hein. Ici, je spécifie donc mon container et tout le pipeline va s'exécuter dans cette image Docker. Pareil, c'est toujours bien pratique. Mais le plus intéressant, c'est d'utiliser une GitHub Action. Alors, qu'est-ce qu'une GitHub Action ? Il s'agit de déléguer une étape d'un pipeline à une GitHub Action. Et c'est là que je trouve le produit vraiment, vraiment intéressant. Alors, qu'est-ce qu'une GitHub Action ? En fait, ça va être une action unitaire avec des entrées-sorties, avec une documentation, s'il vous plaît, avec également une API en fait assez simple en fait pour interagir avec le pipeline, avec Git et avec GitHub, l'API GitHub, mais pas que. Comment on va appeler une GitHub Action ? Vous avez donc le owner en fait, hein, le nom du repo, et là vous pouvez mettre plusieurs éléments. Donc par défaut ça va être la branche par défaut, et donc vous pouvez mettre la branche, le tag ou le commit ID. Je vais détailler ça un peu plus tard. Et ça suit les redirects, hein. Si vous changez le ownership, si vous changez le nom d'un repo, en fait ça suit, ça fait un follow. Alors je crois que quelqu'un m'avait dit ça suit 12 redirections, 12 renommages. Il m'a dit, me demande pas pourquoi je le sais. Je ne lui ai pas demandé.
Alors, out of the box, qu'est-ce que vous avez? Enfin, donc, GitHub Action, forcément, vous fournit en fait des actions. Vous avez pas mal d'actions, donc le checkout, évidemment. Vous avez du cache, vous avez des linters, vous avez du scan de code. Il y en a pas mal. Vous avez les étapes, enfin les actions setup. Donc pour installer Node, Python, Go, voilà, il y en a plein. Elixir. Et j'ai même trouvé en fait, mais je vous en parle plus tard, une GitHub Action qui installe du COBOL. Comme quoi. Alors un petit détail en fait sur le setup. Qu'est-ce que ça va faire? Donc vous allez être dans votre pipeline, vous appelez en fait le setup Java, qui va appeler donc l'action setup Java, qui va faire le téléchargement, l'installation, la configuration, ça va mettre les variables d'environnement au bon endroit. Et ensuite dans votre VM, vous avez Java pour le reste de votre pipeline. C'est pas juste après l'étape, pendant tout votre pipeline. Donc effectivement, vous pouvez enchaîner. Si vous avez besoin de Java, Node dans le pipeline, en fait, vous allez juste faire plusieurs setups. Et donc vous pouvez faire des matrices. Et donc après vous allez avoir une facture, parce que vous allez faire des matrices avec Java, Node et compagnie, mais en tout cas ça fonctionne. Donc c'est une convention, les actions qui s'appellent setup en fait vont installer donc les outils dans votre pipeline. Il y a pas mal d'actions d'automatisation. Alors je ne vais pas tous les détailler, mais la gestion des artefacts, le cache, GitHub Script qui est intéressant, qui va pouvoir interagir avec l'API GitHub de façon assez simple. C'est pas le plus lisible, mais c'est quand même assez pratique. Créer une release. Voilà, donc il y en a pas mal. Sur les issues également, ou pour marquer des issues comme clôturer s'ils n'ont pas été utilisés depuis trop longtemps. Il y a pas mal d'actions fournies de base. Vous avez pour démarrer en fait une page en fait Starter Workflows qui va vous donner quelques billes en fait pour commencer. Et d'ailleurs c'est un repo en fait. Et donc vous pouvez très bien contribuer en fait sur le Starter Workflow si vous pensez que COBOL revient en force et que vous voulez rajouter en fait un petit pipeline pour aider les gens à démarrer Workflow, vous pouvez leur proposer. Ou vous pouvez aussi avoir des GitHub Actions fournis par la communauté. Alors, pour découvrir toutes ces GitHub Actions, vous pouvez aller sur le Marketplace. Donc, il y a une page en fait, qui référence en fait, tous les GitHub Actions. GitHub va faire remonter ici automatiquement, naturellement en fait, les GitHub Actions qui ont le plus de stars. Donc, n'hésitez pas, si vous utilisez en fait, une GitHub Action, vous pouvez mettre une petite étoile. Ça aidera les autres. Vous avez également en fait, de quoi interagir avec le cloud. Donc forcément, les principaux clouders en fait, proposent des actions. Et donc là, je cite les trois plus connus, mais en fait, vous en avez plein. Je sais pas, je voyais en fait une GitHub Action pour interagir avec Scaleway par exemple. J'en ai vu une, alors pas officielle, mais pour interagir avec OVH. Enfin, il y en a vraiment pas mal. Une bonne entrée en fait sur les GitHub Actions, je trouve, c'est ce site, enfin ce repo, Awesome Actions. Alors si vous retrouvez, je mettrai le lien, ma présentation sur mon compte GitHub, et en fait le titre est un lien, donc comme ça vous pouvez le retrouver facilement. C'est un site qui a commencé très tôt, qui référence plein de GitHub Actions, des communautaires, des non communautaires en fait, et vous allez, je trouve que si vous voulez avoir les idées un peu claires sur qu'est-ce qu'on peut faire GitHub Action, c'est un bon point d'entrée. Alors, là je le fais sans filet, je vous ai préparé une démo que j'ai imaginée quand j'étais en finissant ma conf à Nantes. Donc c'est une démo dont vous êtes le héros, vous allez avoir besoin de scanner un QR code. Donc je vous invite à sortir votre lecteur de QR code et à scanner donc ce QR code. Alors, vous allez atterrir sur GitHub, vous allez avoir besoin de vous authentifier. C'est pour ça que je le scanne tout de suite. Et je vous explique ensuite ce que fait mon action. C'est bon, tout le monde a scanné? Sinon, avec Chrome, après, vous pouvez faire un QR code pour le partager avec vos voisins si quelqu'un l'a pas scanné. Voilà, je continue du coup. Alors, j'ai fait une petite démo avec l'outil How Do I. L'outil How Do I, donc la petite comics, en fait, c'est... vite, on a une bombe qui va exploser, en fait, on va appeler Rob, il sait comment faire. Pour arrêter la bombe, en fait, il faut taper une commande tar du premier coup,
sans Google, et tu as 10 secondes. Et alors, qui s'est tapé une commande tar pour détarrer un fichier du premier coup en étant sûr à 100% de ne pas se tromper? Ouais, quand même? Ok. Bon, quand même, si on prend quelqu'un au hasard dans la salle, je pense qu'on est mort, hein. Mais bon. How Do I, alors c'est une CLI qui mixe. Alors, qui connaît How Do I? Non, c'est vrai, pas grand monde. Moi, je trouve que c'est la CLI la plus pétée, alors comme disent même mon adolescente, la plus éclatée au sol qui existe. Ça mélange intelligence artificielle et intelligence collective pour vous fournir une réponse. Qu'est-ce que ça fait à How Do I? Donc un petit exemple. How Do I, c'est une CLI qui va, vous lui poser une question technique, il va rechercher sur Stack Overflow à travers Google, donc l'intelligence artificielle, qui va donc prendre le premier résultat, qui va prendre la première bonne réponse par rapport à votre question, qui va extraire le bout de code et qui va vous le filer derrière. Qui trouve ça génial? Alors souvent, ça fait des réactions dithyrambiques. Et qui trouve ça, enfin, qui est consterné par... souvent, il y en a. Il y en a toujours, hein, c'est normal. Moi, je trouve ça génial. Donc là, un petit exemple, hein, je pense que c'est pas très lisible, mais vous lui dites, alors je sais plus, c'est, même moi, j'arrive pas à le lire, print stack trace Python, et donc là en dessous, en fait, il va vous mettre le code. Ou alors c'est comment convertir un MP4 en GIF animé, et pareil, il va vous donner le petit bout de code derrière. Moi, je trouve ça génial. Enfin, franchement, ça me dépanne assez régulièrement. Et donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai intégré GitHub, enfin How Do I, dans une GitHub Action. Alors, qu'est-ce que ça va faire? En fait, vous allez juste rajouter ce petit pipeline ici. Donc, à la création d'une issue, je vais prendre le titre, je vais la soumettre à How Do I, et je mets la réponse en commentaire, en réponse. Donc, tu me dis, en fait, donc ça n'a aucun intérêt, hein, ne rajoutez pas ça chez vous, hein, mais je trouvais juste l'exercice rigolo. Et comme ça, en fait, si quelqu'un a une bonne idée en fait, pour vraiment exploiter, je trouve ça sympa. Pour l'instant, j'ai 0 étoile sur mon projet, je trouve ça très dommage. Hein, et donc, n'hésitez pas à mettre un petit like, ce serait sympa. Donc, l'idée, ça va être, donc, je détaille ici, en fait, hein, vous rajoutez juste ça, tac, et donc, ça va faire toute l'action en fait, de aller chercher, en fait, soumettre à How Do I, répondre et répondre en fait dans le ticket que vous avez ouvert. Alors je vous invite à poser une question, à créer une issue et à poser une question. Alors, donc souvenez-vous, en fait, ça, c'est juste le titre, hein, pas la peine de mettre un commentaire en dessous. Je me suis pas trop emmerdé, hein, c'est pour une démo. On va pas trop s'embêter. Alors on va essayer d'aller voir si tac tac tac. Non, je me plante. C'est full screen. Ah, tac. Alors je l'ai mis ici. On va voir ça en live. On va aller voir les actions. Alors, il est pas mal. Merci, c'est sympa. Allez. Il y a déjà eu des réponses là. Alors, j'ai pas géré le cas où il n'y a pas de réponse. Hein. J'ai pas. Voilà. On va aller voir un peu ça. Et donc, on peut faire des trucs rigolos, on peut faire des trucs utiles, on peut faire des trucs complètement débiles. Avec GitHub Action, étant donné qu'on est des informaticiens, souvent on aime faire des trucs débiles. Alors, s'il y a suffisamment de questions, peut-être que quelqu'un va tomber sur le truc débile que j'ai rajouté. 25 open, alors attends, est-ce qu'il y a machin? Est-ce qu'il y a des commentaires, ça marche? Quelle est la meilleure? Je suis pas sûr là. Est-ce qu'il y a une réponse? Ah, une ken. Je m'y attendais pas. Comme quoi, how do I get rich? Est-ce qu'il y a une réponse là-dessus? Ok. Ah ouais, il y a des réponses. C'est peut-être pertinent, hein. Et alors, est-ce que je vais réussir? C'est quoi? Tirer force. Bon, c'est pas... Voilà. Et est-ce que... Alors, je vois pas bien ici. Ah non, j'ai rajouté un truc, mais est-ce que vous pouvez encore en créer? Et peut-être qu'on va... Mais sinon, je vais griller tout mon temps. Et... Tac, tac, tac. Ah, si... Est-ce que j'ai un truc avec 2 commentaires? Je vois pas bien, là. La Belgique. Ah, tu t'es fait... Ah, bah, c'est quoi ta question? Ah, voilà. Et donc, on peut faire des trucs débiles. J'ai vu ça sur un blog.
tac, tac, tac. Et donc, tu as été rickrollé par une GitHub Action. On peut l'applaudir. Spécial dédicace à Romain. En fait, j'ai vu ça sur un blog de GitHub officiel. Il y a quelqu'un qui a fait une GitHub Action qui rickroll aléatoirement en fait, les personnes sur un truc. Et donc, je trouvais ça assez drôle de rickroller quelqu'un en live devant une salle. Voilà, et donc effectivement, quand même, en rajoutant assez peu de code, en fait, on arrive à faire des trucs vraiment débiles, en fait. Moi, je suis assez fan, quand même. Alors, pof, pof, pof. Est-ce que je vais... Oui, ouais, ok, c'est bon. Je reviens ici. Et d'ailleurs, je l'avais remis ici, mais c'est bon. Ok, donc ça c'est cool en fait, on a commencé à voir un peu comment on va faire du GitHub Action, mais c'est pas exemple de problème, notamment le problème de sécurité. Je vais vous montrer après le ticket d'entrée en fait, pour faire des GitHub Action est très light. Moi je trouvais ça intéressant en fait parce que GitLab, sur le blog de GitLab, ils ont fait un post en fait ils expliquaient pourquoi ils n'ont pas fait de plugin sur GitLab CI, qui date de 2019. Alors peut-être qu'ils ont changé d'avis depuis, mais en fait, c'est assez pertinent parce qu'en fait, ils expliquent tous les problèmes que vous allez voir sur GitHub Action. Mais après, en fait, j'ai vu un repo en fait, communautaire où les gens ils ont dit on a fait des plugins, des librairies pour GitLab CI et du coup, on vous les partage. Il y avait pas mal de likes. Donc, comme il y a un besoin quand même derrière. Première question, que se passe-t-il si alors vous allez trouver une action en fait, qui correspond à votre besoin, vous allez la consommer. Et que se passe-t-il si quelqu'un supprime votre action ça marche plus. Ça marche plus. Alors que si vous utilisez une action qui vient d'un fournisseur, d'un éditeur en fait bien connu comme HashiCorp par exemple, vous n'allez pas avoir de problème. Si c'est Dédé en fait qui habite au fond du Texas en fait, qui a fait un truc vraiment cool, mais voilà, vous n'êtes pas sûr en fait de ce qui va se passer. Tac, tac, tac. Dans ce cas-là, ce que vous devez faire, en fait, alors plutôt utiliser des GitHub Actions d'organisations bien connues. Vous pouvez forker aussi une GitHub Action chez vous, en fait, à la consommer en local. Ça marche aussi. Sachez quand même qu'une GitHub Action archivée fonctionne encore. Donc ça, c'est tout à fait possible. C'est le leftpad effect. Qui connaît le leftpad effect? Vous vous souvenez? Le leftpad effect, en fait, c'était une toute petite librairie, en fait, qu'on peut qualifier de merde. Qui faisait bien son taf, mais vraiment tout petit. Et puis le mainteneur, en fait, qui était utilisé sur je ne sais combien de projets sur Node. Et un jour, le développeur en fait, a eu un problème avec notre librairie. Il s'est dit, vous me faites tous, voilà. Et je supprime mon projet. Et vraiment, l'univers Node s'est écroulé, en fait. Et parce que le projet de leftpad, en fait, a été supprimé. Que se passe-t-il également si vous consommez une GitHub Action et la personne se dit c'est bien, je fais ma GitHub Action en fait, mais ça ne me rapporte rien. Si je mets un petit peu de Bitcoin à côté, pourquoi pas? Parce qu'effectivement, il va consommer en fait du temps CPU dans votre organisation. Et donc là, effectivement, c'est le Event Stream Effect. C'est le cas d'une librairie open source qui avait été récupérée par, transférée d'un mainteneur à l'autre. Et en fait, le nouveau mainteneur s'est dit allez, on va miner un peu de Bitcoin. Et pareil, donc ça a posé quelques problèmes. Alors, si vous utilisez une GitHub Action pareil communautaire, vous n'êtes pas sûr, ce que vous pouvez faire, c'est utiliser le long commit ID. Avant, on pouvait utiliser le short commit ID, mais pour imaginer la perversité en fait des hackers. En fait, avec un short commit ID, en fait, vous avez moyen d'avoir des collisions. En fait, vous pouvez rajouter du code et de minage du Bitcoin en fait, et puis vous rajoutez du texte un peu aléatoirement et vous allez finir par retomber sur le même commit ID. Donc maintenant ils ont interdit ça et c'est que le long commit ID. Alors dans le sens inverse, là vous êtes dans le sens où vous consommez des GitHub Actions. Si vous voulez, vous maintenez un projet et des personnes en fait, veulent venir committer sur votre projet et faire des petites modifications sur votre pipeline. Alors avant en fait ça s'exécutait automatiquement, c'est plus le cas. Alors sur le projet que je maintiens avec Romain, justement, en fait, ça est arrivé en fait avec le cours du Bitcoin en fait qui s'est envolé. En fait, les hackers ont cherché par tous les moyens en fait à miner du Bitcoin. Et avec les minutes gratuites que fournissait GitHub Action, ils se sont dit c'est une petite mine d'or quoi. Et donc ils poussaient des mises à jour des workflows qui minaient du Bitcoin.
Donc désormais, maintenant, en fait, quand vous faites des modifications sur un projet sur lequel vous n'avez pas encore contribué, le mainteneur doit valider, en fait, approuver l'exécution du pipeline. C'est pour ça que vous avez ça maintenant, en fait, depuis quelques mois. Je pense que, hop, voilà. Donc différentes manières, en fait, d'utiliser une GitHub Action. Je l'avais déjà évoqué. Hein. Vous avez donc la branche. Donc vous pouvez faire du semantic branching. Je vais l'évoquer un peu plus tard. Vous avez plus safe, en fait, le tag, mais vous pouvez force pusher un tag. Donc si vous voulez être absolument sûr, utilisez en fait long commit ID. Et s'il vous plaît, ne faites pas ça. C'est-à-dire que là, vous prenez la branche par défaut et là, vous vous exposez à des problèmes quand même. Quand vous utilisez en fait un tag ou un commit ID, vous pouvez utiliser depend-abot. Qui connaît depend-abot? Ouais, tout le monde connaît depend-abot, ouais, c'est cool. Donc depend-abot est compatible avec les GitHub Actions et va vous proposer une pull request en fait, pour mettre à jour la GitHub Action, même quand vous êtes avec le commit ID. En termes de sécurité aussi, quand vous faites le checkout, par défaut, Git a les droits pour pusher sur votre repo. Si vous n'en avez pas besoin, vous mettez le persist credentials à false. Et comme ça, en fait, pas besoin de pousser inutilement. Vous avez également un GitHub token. Ça, le GitHub token, ça va vous permettre, donc c'est injecté automatiquement. La première fois que j'ai utilisé ça, en fait, je pensais qu'il fallait que je l'injecte. Et donc j'ai essayé d'injecter en fait, dans le secret un GitHub token que j'avais moi-même généré. Et GitHub me dit, bah non, je peux pas. C'est normal parce qu'en fait, c'est lui qui le fournit. GitHub token, ça va vous permettre d'interagir avec l'API GitHub. Et donc c'est dans les secrets. Et ça va vous permettre en fait, d'interagir donc, avec votre repo. C'est vraiment très très pratique. Vous pouvez maintenant gérer les permissions. Donc il y a un write all ou un read all et vous avez même plus de détails en dessous. Vous pouvez en fait faire des read-write pour chaque élément de l'API. Donc pareil, je vous conseille de l'utiliser. Si vous gérez une organisation, sachez que vous pouvez mettre un read all sur le GitHub token tout au haut au niveau de l'organisation. Ce que je conseillerais plutôt, mais prévenez quand même vos utilisateurs. Et ensuite, vous pouvez mettre des secrets à vous. Donc vous les rajoutez en fait dans votre organisation et maintenant vous pouvez même gérer par environnement. Vous allez déclarer en fait l'environnement dans lequel vous vous trouvez et il va injecter en fait les secrets en fonction de l'environnement que vous utilisez. Un truc qui est assez peu connu, qui est utile aussi, c'est le Workload Federation Identity. Qui connaît la fonction Workload Federation Identity? Non, ok. Je vous l'expose. Qui a déjà utilisé un token pour une API qu'il a utilisé en fait enregistré sur son poste ou qu'il a enregistré sur une CI en fait pour le consommer dans un pipeline? Qui a déjà fait ça? Voilà, pas mal. Qui le renouvelle régulièrement? Ok, il y a moins de monde déjà. Voilà, donc ça c'est le problème en fait. Si vous interagissez avec GCP, vous allez créer un credentials.json que vous allez mettre en fait sur un autre repo. Et du coup, ce credentials.json, en fait, si un hacker en fait le récupère, vous allez avoir un problème. Je vais vous faire un petit parallèle en fait avec Workload Federation Identity pour vous illustrer ce que c'est. Je vous dis, j'ai une adolescente à la maison. Donc depuis la rentrée, en fait, on lui a donné une clé. Comme ça, elle peut rentrer en fait à la maison toute seule. Donc on lui fournit une clé. Elle peut rentrer à la maison pendant que nous on n'est pas là. La problématique, c'est que si il y a ses copains en fait qui chopent la clé, en fait, ils peuvent aller à la maison en fait et faire la bamboche, vider le frigo et compagnie en fait. Et voilà, vous allez rentrer à la maison avec les confettis partout. On n'est pas très content. Workload Federation Identity, c'est de dire, au lieu de lui fournir une clé de façon je vais lui laisser ad vitam. Je vais plutôt faire confiance à un tiers, ça va être le collège. Le collège va lui fournir une clé qui va marcher pendant, donc on va dire par exemple, je suis Workload Federation Identity, en fait, donc le pipeline, en fait, on va dire que c'est le collège, et mon projet GCP, en fait, c'est ma maison. GCP, enfin le pipeline en fait, j'ai pas révisé, enfin j'ai pas répété cette explication, c'est pas facile quand même. Le collège va fournir à ma fille en fait une clé temporaire qui va fonctionner pendant un temps limité. Elle va arriver à la maison, elle va rentrer la clé dans la porte
Et ma maison va appeler le collège en disant est-ce que c'est bien la clé en fait qui est valable? Et il va dire oui, oui, enfin pas de problème, c'est moi qui lui ai fourni en fait et elle peut rentrer. La clé est donc a une vie courte et si jamais elle se fait piquer la clé en fait, bah, ça fonctionnerait qu'une demi-heure en fait et elle ne pourra pas l'utiliser au-delà de ce timing-là. C'est ça le principe du Workload Federation Identity. Donc ça fonctionne. C'est un exemple en fait pour GCP. Les autres cloud providers le proposent aussi, et vraiment, c'est pas simple à mettre en place, il y a une configuration à faire au niveau de l'organisation, mais c'est vraiment utile, donc je vous le conseille. Alors, je vais vous expliquer aussi comment on va écrire une GitHub Action. C'est bien de le consommer, mais c'est aussi sympa en fait, de pouvoir en écrire. 3 possibilités, donc vous pouvez écrire en fait, une GitHub Action en Container Action, en TypeScript ou JavaScript, ou alors vous pouvez le faire en Composite Action. Alors, je marque Now, New Composite Action, c'est pas tout à fait nouveau, ça existe depuis longtemps les Composite Actions. Ce qui a changé récemment, c'est qu'avant on pouvait faire que du shell dans les GitHub Actions. Maintenant, en fait, on peut faire du shell et on peut appeler d'autres GitHub Actions. Et ce qui change vraiment la donne en fait sur les Composite Actions, en fait, donc vous pouvez consommer plusieurs GitHub Actions et les mixer ensemble pour faire une GitHub Action de plus haut niveau. C'est exactement ce que j'ai fait avec mon action How Do I. J'ai fait un petit bout en fait côté Docker et j'ai appelé en fait une GitHub Action qui poste une réponse sur une issue. Donc très pratique. Enfin, vraiment, je trouve que ça change complètement le truc. Et je suis assez curieux de voir ce qui va se passer avec ça. Vous avez donc des templates de GitHub Action qui sont fournis. Alors, je vais détailler ici donc la Container Action. Donc, c'est basé sur une image Docker plus votre script shell. C'est exactement ce que j'ai fait pour How Do I. C'est vraiment, je pense, le plus simple pour démarrer, les Container Action. Si vous avez une CLI, par exemple, vous utilisez l'image Docker de votre CLI, vous passez des entrées-sorties, vous faites votre petit script shell, et hop, c'est parti. Vous avez également fait une facilité pour interagir avec le pipeline de GitHub, donc pour lire des variables d'environnement, pour en écrire ou écrire des outputs. C'est assez simple. Ça, c'est l'exemple du template. Donc, il vous faut un Dockerfile qui va aller chercher votre image, mettre un entry point, donc le Dockerfile, un entry point où vous allez faire votre script. Donc là, c'est vraiment l'exemple de base. Et un fichier de metadata sur votre action, donc un petit nom, description, l'auteur, les entrées, éventuellement les sorties, et qu'est-ce que ça va jouer, donc est-ce que c'est une image Docker. Avec ça, vous avez votre première GitHub Action. Juste créer votre repo, votre GitHub Action est utilisable. Donc c'est vraiment, enfin, le ticket d'entrée est vraiment, vraiment très faible. L'autre possibilité, donc, c'est en type ou JavaScript. Donc, ça se joue directement sur le host. Pour interagir avec l'API, c'est vraiment idéal. C'est plutôt ce qui est mis en avant par... Pardon, je bois un peu. C'est plutôt ce qui est mis en avant par GitHub, je trouve. Et d'ailleurs... Vous avez des librairies pour interagir avec GitHub. Donc vous avez le core pour interagir avec le pipeline, donc pour faire récupérer les entrées, faire des variables d'environnement, etc. GitHub pour interagir avec l'API GitHub. Exec pour exécuter des process localement sur le host. Et les composite actions. Donc les composite actions, voilà, vous allez créer, donc vous allez avoir vos entrées-sorties. Vous allez lui dire que c'est une composite action et vous allez pouvoir enchaîner en fait différents éléments. Ici, c'est un exemple avec Docker en fait. Vous allez avoir les éléments d'enchaînement, setup, build, action. Vous loguez en fait sur votre registry et build et pousser votre action. Et donc vous allez simplement appeler, pour appeler cette composite action, vous allez juste rajouter ça. Vous faites votre checkout, vous avez votre image Dockerfile, vous rajoutez ça, login, mot de passe, et hop, c'est parti. Vous avez toute votre GitHub Action qui est disponible. Franchement, c'est assez simple à consommer. Je vous parle donc de GitHub. J'ai une petite légitimité pour parler de GitHub Action. C'est le projet que je maintiens avec Romain, GitHub Slug Action. Alors,
Avant d'expliquer ce que fait GitHub Action, je vous explique un peu le démarrage de ce projet. Ça a commencé comme ça. Donc c'était Emmanuel en fait qui parlait de GitHub Action, qui trouvait ça vraiment bien. Et moi je lui réponds en lui disant ouais, je trouve ça assez sympa aussi, c'est assez pratique. Je trouve que ce qui manque en fait, c'est comme il y a une variable qui est super pratique avec GitLab CI, c'est CI commit ref slug, parce qu'en fait vous avez la référence à votre commit qui va être un ref head / votre branche, et GitLab CI va vous l'extraire en fait et vous le fournir d'une façon assez pratique. Là-dessus, Romain répond essai. Alors, qu'est-ce que ça fait? Quelle problématique ça répond? Donc, je vous ai déjà un peu spoilé en fait, hein, c'est ça. Alors d'ailleurs, ça c'est une question sur Stack Overflow, je suis très fan de Stack Overflow. J'ai ma réponse qui est tout en bas. Alors, je crois que j'ai mis le lien sur le titre, alors si vous pouviez récupérer le lien, cliquez dessus et upvoter ma réponse qui est tout en bas, ce serait sympa. How to get current branch with GitHub Action. Effectivement, en fait, l'idée c'est de dire, j'ai le ref qui apparaît ici, je ne sais pas si c'est très lisible, et je voudrais juste récupérer feature branch. Alors on peut faire une regex, mais enfin c'est pratique la regex, mais c'est pas toujours lisible, on est d'accord. Donc qu'est-ce que fait Slug Action? Ça va prendre les variables. Donc avant ça prenait en fait quelques variables, mais ça en prend beaucoup plus maintenant. Vous allez juste rajouter cette ligne dans votre pipeline et ça va vous fournir en fait une série de variables d'environnement de l'exécution de votre pipeline de façon assez simple. Là, vous allez avoir par exemple le owner, le repo, et si vous voulez l'utiliser dans une URL, on vous slugise les variables d'environnement, ce qui est assez pratique pour le pipeline. Alors, on n'est pas sur du machine learning, vous l'aurez compris, c'est vraiment hyper simple. Mais je vous expliquais juste après pourquoi c'est intéressant. Alors ça a commencé comme ça, avec une container action qui fait du sed, qui va prendre les variables, qui va faire du sed et qui va le refournir en tant que variable d'environnement. Je vous ai dit shell, on le retrouvera tout le temps. Donc ça marchait bien, on a commencé à avoir des utilisateurs. Moi j'avais rajouté à cette étape, j'avais rajouté des tests avec BATS, par exemple. Donc c'était assez pratique. Une issue, une personne en fait voulait consommer cette GitHub Action sur Mac et c'est pas compatible. Alors sachez que les GitHub Action de type container ne sont pas compatibles si votre pipeline s'exécute sur Mac ou sur Windows. Et donc solution, j'ai fait une pull request en fait. Je suis parti du template de TypeScript et j'ai tout réécrit en TypeScript. Imaginez, j'ai fait du TypeScript quand même. Romain l'a mergé, on a fait pas mal d'allers-retours sur la pull request et finalement maintenant ça s'exécute sur Windows et sur Mac. Et également, alors j'ai pas mes lunettes, alors du coup, excusez-moi, j'ai 40 ans, et du coup, je n'arrive plus à lire. Voilà, ça réduit en fait de 6 secondes l'exécution. Sachez qu'effectivement, dans votre pipeline, quand vous utilisez une container action, il y a la première étape, ça va être la construction de l'image Docker. Donc on perd toujours un petit peu de temps. Une action de type JavaScript ou TypeScript en fait, va être un peu plus rapide à s'exécuter. Et voilà le résultat. Aujourd'hui, on est à presque 2000 utilisateurs sur des projets open source de GitHub Action. Et qu'est-ce que je vais dire? On est à 140 likes sur le projet. Donc faites péter les likes s'il vous plaît, ce serait sympa. 3 conseils pour écrire une GitHub Action. Si vous voulez écrire votre GitHub Action, commencez par un simple use case. C'est ça l'important. Vous l'avez vu, en fait, le projet ne fait pas un truc foufou, mais il fait un truc simple et il le fait bien. On a mis des tests. Je sais pas si, petite question, qui a déjà contribué sur un pipeline? Écrit un petit bout, en fait, sur un pipeline pour ajouter une étape, pas plus. Qui a mis des tests unitaires sur cette étape? Ah oui, il y a quelqu'un là-bas, ouais. Merci.
C'est quand même un gros avantage. Ici, vous allez consommer une petite étape dans votre pipeline qui était dûment testée. On teste vraiment tous les cas. Et donc, vous êtes à peu près sûr que ça va bien faire le job. Si vous exposez votre GitHub Action, utilisez le sémantique. Alors, vous pouvez utiliser le sémantique versionning. Alors, qui connaît le sémantique versionning? Alors, pas tout le monde encore, mais sémantique versionning, je vous le conseille très vivement. C'est même vraiment plus mis en avant maintenant en fait sur GitHub Action. Quand vous faites une release, il va vous proposer en fait de faire de renseigner votre release note en sémantique versionning. Je ne vais pas vous l'expliquer ici, mais j'ai un collègue qui est censé bosser là-dessus, je compte sur lui, pour vous expliquer ça. Vous pouvez faire du sémantique branching. Qu'est-ce que c'est du sémantique branching? C'est-à-dire que vous voulez apporter les changements à vos utilisateurs, mais sans qu'ils aient besoin de changer de tag systématiquement. La dernière version, la majeure, en fait, ça va être les breaking change. Tant que vous n'avez pas de breaking change, logiquement, ils peuvent utiliser la dernière version. Donc, si vous utilisez la version 3.x, je vous avais dit, on peut utiliser une branche sur les GitHub Action. Ils vont pouvoir utiliser en fait les dernières versions automatiquement, sans être cassés en fait dans leur utilisation de votre outil. Et le troisième conseil, qui est sûrement le plus important, alors est-ce que quelqu'un aurait une idée? Pourtant c'est super simple, tout le monde en a déjà fait ici et tout le monde devrait en faire. La documentation, merci. Bravo. La documentation, super important. Je pense que c'est aussi une des clés de l'outil. On arrive, on a un README qui est bien fait. Franchement, Romain a fait une super documentation sur l'outil. Et c'est vraiment la clé du succès. J'ai fini avec ma présentation. Je vous invite à me faire des retours sur Open Feedback. Donc, je vous invite à ressortir votre lecteur de QR code. Quelqu'un m'a dit, si tu veux pas de questions, remplis tes 50 minutes et comme ça, tu n'auras pas de questions. Je serai dispo sur le stand de Sphère. Donc, si vous avez des questions, venez me voir. En plus, on a des t-shirts. Donc, et en plus, vous pouvez pédaler. Mais j'ai fini. Hop, raté. Merci à vous. Merci aux organisateurs.